à Châtillon à l'occasion de l'inauguration et de la mise en service du T6, un tramway longtemps nommé Désir et qui, on va le voir, va transformer le quotidien de milliers de franciliens. Le tramway inaugural est parti il y a quelques minutes de Vélizyville à Coublet. Il arrivera ici au terminus dans une demi-heure. Nous allons suivre sa progression tout au long de cette émission. Pour m'accompagner, notre spécialiste transport Bertrand Lambert. Je vais vous rejoindre dans quelques instants, Bertrand. Mais dites-nous en quoi ce tramway est révolutionnaire. Eh bien c'est Laura, tout simplement le tramway sur pneus le plus long au monde. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant le cas avec ses 46 mètres de long. Alors j'ai bien dit sur pneus, car vous le savez Laura, les tramways habituellement sont sur rail. Mais là c'est cette technologie qui a été choisie avec un seul rail de guidage et donc des pneus. C'est la même technologie que pour le tramway T5 qui circule depuis 2 ans déjà en Seine-Saint-Denis. Alors nous verrons que ce choix technologique n'est pas sans conséquences. Nous le verrons tout au long de cette émission, consacrée évidemment à l'inauguration du T6, mais pas seulement. Nous aborderons les autres problématiques liées au transport dans la région, avec en ligne de mire le Grand Paris Express, le futur métro automatique. Bienvenue Laura. Merci. Pendant cette heure et demie de direct, nous aurons bien sûr de nombreux invités, des reportages, mais aussi des journalistes au cœur de l'événement. Antoine Marguet à Châtillon, en plein milieu de la fête avec les riverains, et également Carla Carrasquera, qui nous fera, elle, découvrir les coulisses du tramway depuis le site de remisage et de maintenance de Vélizy. Et bien évidemment, nous suivrons, Bertrand, minute par minute, l'avancée du tramway jusqu'à Châtillon. Le trajet dure 3/4 d'heure. La rame est partie il y a 20 minutes. Elle est en ce moment à côté de Meudon-la-Forêt, Bertrand. Ouais, elle devrait nous rejoindre ici une petite demi-heure. Alors pour débuter cette émission, je vous propose de présenter, Laura, nos 3 premiers invités. Jean-Pierre Chostec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Châtillon. Laura Folia, vous êtes ingénieur et spécialiste des transports urbains. Et Bernard Bord, vous êtes secrétaire de l'association Horizon Employeur. Autrement dit, vous représentez les entreprises de Vélizy et de Meudon qui sont désormais connectées au tramway. Bienvenue à vous également. Ma première question sera pour vous, Jean-Pierre Chostec. C'est vous qui nous accueillez. On est à Châtillon, on attend cette rame inaugurale d'ici une vingtaine de minutes. Vous devez être soulagé après 4 ans de travaux et presque 20 ans d'attente, j'ai envie de dire. Ça y est, il arrive ce tramway. Absolument, ça fait même plus de 20 ans. Nous avions lancé, il y a bien longtemps déjà, l'association Ensemble pour un métro. On pensait que le métro pourrait se faire. Finalement, à l'origine, on pensait que c'était la ligne 13 du métro qui allait venir jusqu'ici. Oui, elle devait se prolonger, en effet. Bon, ça n'était pas tout à fait raisonnable, c'était très compliqué. Et donc, le tramway a paru une bonne solution alternative. Et par conséquent, en effet, c'est la fin d'un très long chantier. Et c'est une vraie opportunité pour vous en attendant la future ligne 15. Naturellement, c'est un moyen extraordinaire de désenclaver toute la banlieue sud, la partie sud des Hauts-de-Seine. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'on pressentait quelques complications pour Châtillon, nous nous sommes sacrifiés pour l'ensemble de la région. Alors, mais on ne regrette pas. C'est aussi un jour important et heureux pour les usagers. Antoine Marguet, vous êtes en compagnie d'un habitant qui attend ce tramway avec impatience. Et oui, malgré le froid, malgré le vent, malgré la pluie. Vous le voyez derrière moi, ils sont très très nombreux déjà à attendre ce T6. Il y a un jour de fête aussi pour ces 2 habitants. Regardez, elles s'appellent Lucie toutes les 2. Lucie, qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette nouvelle rame T6 ? Ça va être un bonheur pour moi parce que pour aller au travail, actuellement je prends la voiture. J'habite pas loin, mais je mets 3/4 d'heure pour aller à mon travail. Et là, ce sera beaucoup plus rapide. Là, je pense que ça va être plus rapide parce que aujourd'hui, je suis venue pour le prendre, pour essayer justement pour voir combien de temps j'allais mettre pour aller au travail. Lucie, vous aussi, ça va changer votre vie ce T6 ? Oui, surtout pour aller à Vélizy 2 parce que les bus ils sont horriblement très longs. Et ça sera beaucoup mieux de prendre le T6 pour aller à cet endroit. Vélizy 2, et c'est vrai que ce week-end, il faut en profiter. Le T6 est gratuit. C'est le premier tram partira vers midi 10 ici. L'occasion, par exemple, de relier Vélizy et de faire ses courses de Noël. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tester ça dès aujourd'hui, dès midi 10. Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure. Mais tout de suite, justement, je vous propose d'en savoir plus sur ce tramway. Quel est son parcours? Quelles sont ses spécificités? Reportage de Bertrand Lambert et Fanny Boutelli. Avec ses 46 mètres de long, le T6 est le tramway le plus long d'Europe. Il est par exemple 3 mètres plus long que son cousin parisien, le T3. Mais ce n'est pas sa seule particularité, loin de là. Le T6, avec ses 14 km de voie, est aussi dans le monde la ligne référence, car la plus longue et la plus capacitaire pour les tramways sur pneus.
Une technologie que la RATP a longtemps refusée, mais que les élus ont fini par lui imposer. Le tramway sur pneus a été choisi par les élus parce qu'il a un gabarit étroit et parce qu'il est sur pneus, donc il permet de s'affranchir de la topographie du tracé. Donc on a des virages étroits, on a de fortes pentes, de 7% entre Châtillon et Clamart, de 10% entre Vélizy et Viroflay. Autre avantage de ces pneus, le T6 est bien plus silencieux que les tramways sur rail. Un vrai plus pour les 150 000 personnes qui vivent ou travaillent le long des 14 km du parcours, entre Châtillon et Viroflay via Clamart et Meudon. Ok, donc autorisation de mise en mouvement jusqu'au droit du Z107 et ensuite je te construis ton parcours et tu te conformes à la signalisation. Entre les deux terminus, comptez moins de 40 minutes de trajet à raison d'une rame toutes les 4 minutes aux heures de pointe et 7 minutes en heure creuse. Un sacré défi. Le T6 a un environnement urbain assez particulier puisqu'on traverse quand même 75 carrefours, ce qui est une performance pour un tramway. Alors bien sûr, on a la priorité sur la majorité du tracé, surtout les carrefours routiers, mais on n'est pas du tout à l'abri en fait d'avoir des problèmes de trafic tout simplement. 82 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur cette ligne pas encore totalement achevée. Il faudra attendre encore un peu plus d'1 an pour voir le T6 desservir les 2 stations souterraines de Viroflay. Les travaux sont toujours en cours dans ce tunnel d'1,6 km qui permettra mi-2016 des correspondances avec le RER-C et les lignes N et J du Transilien. Alors pour le moment on est encore en 2014 avec ce tramway qui n'est pas encore totalement achevé. Laura Folia, je me tourne vers vous, vous êtes donc, je le rappelle, spécialiste des transports urbains. Est-ce que cette technologie sur pneus vous paraît un choix cohérent et fiable ? Alors, il faut dire qu'il existe déjà des tramways sur pneus, puisque le premier tramway sur pneus, qui est aussi un Translor, a été mis en service à Clermont-Ferrand en 2006. Mais ça ne s'est pas très bien passé, il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même. Alors, quand on choisit une technologie nouvelle, évidemment, il y a aussi des mises au point à faire. Cela dit, on ne peut pas dire que ça ne se soit pas bien passé puisqu'il est toujours en exploitation et moyennant des adaptations liées notamment au rail de guidage, hein, il a fallu donc adapter et donc le nettoyer régulièrement. Mais on est maintenant sur une technologie qui est plus stabilisée. Il y a eu un retour d'expérience de la RATP alors qu'on voit des images en direct de la rame inaugurale qui est à Clamart et qui vient vers nous. Oui, il y a un retour d'expérience parce qu'on le voit, le T5 qui fonctionne avec la même technologie depuis 2 ans fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc effectivement, quand on met en place un nouveau mode de transport, on doit faire des ajustements, ça c'est normal. Et je dirais que le T5, il fonctionne à Clermont-Ferrand, il fonctionne à l'étranger, dans 2 villes en Italie, 2 villes en Chine, à Medellín, et il y a le T5. Donc c'est un risque limité, je dirais. Bernard Bord, vous représentez, vous, les employeurs de Vélizy, désormais connectés au tramway. Ce tramway, vous le voyez, circuler depuis quelques semaines. Vos premières impressions à chaud ? Vos premières impressions à chaud ? Les premières impressions, pour le moment, effectivement, c'est quelque chose qu'un certain nombre de salariés attendent. Vous avez parlé tout à l'heure de Vélizy 2, il y a également beaucoup de clients qui l'attendent, puisque Vélizy 2, c'est 50 000 clients tous les jours, un jour moyen, c'est-à-dire pas un jour comme aujourd'hui où on va se rapprocher probablement des 80 000, voire plus. Ça veut dire également que derrière, on va avoir toute une modification des transports en commun qui va permettre de relier plus facilement les communes du 92, en particulier jusqu'à Châtillon. Donc ça, c'est un espoir pour tous les salariés qui sont situés dans les communes de Clamart, Meudon, Châtillon et éventuellement Montrouge jusqu'à Paris. Et vous ne craignez pas une saturation ? C'est effectivement le risque qu'on peut avoir et je crois que de toute façon, ça sera plus du côté de Châtillon que ça va se passer puisque la connexion principale du tramway se situe au niveau du métro ligne 13. Laura Folia, je reviens vers vous. Vous avez une expérience par votre travail des tramways à l'étranger. Est-ce qu'il y a, comme on le dit souvent, un tramway à la française ? Quelles sont donc les différences par rapport à ce qui se passe à l'étranger ? Oui, il y a. Alors déjà, les tramways ont fait leur retour en France en 1985, puisqu'ils avaient tout à l'heure été, avec un historien. 50 ans après avoir été enlevés. Et on peut parler d'un tramway à la française dans le sens où, en France, on a considéré que le tramway était certes un moyen de transport, mais aussi un outil pour requalifier, embellir la ville, créer des espaces publics plus agréables pour les piétons, créer des sites réservés pour que le tramway aille plus vite. Donc souvent, le tramway a servi aussi à requalifier, à embellir les centres-villes. Renouvellement urbain, on l'a vu sur les Maréchaux par exemple à Paris. Voilà, et il y a aussi une autre raison,
à mon avis, c'est que le tramway souvent véhiculé une image très positive pour la ville, un peu un symbole de la ville. On le voit aussi dans le choix du design de certains tramways, comme à Reims, avec le nez du tramway en forme de flûte à champagne, etc. C'est un symbole de modernité. Un symbole de modernité, quelque chose de très valorisant pour les villes, en fait. Revenons vers vous, Jean-Pierre Chostek. Ce symbole de modernité, ça y est, il est à Châtillon maintenant. Pour vous, c'est tout bénéfique en fait, parce qu'en termes de renouvellement urbain, c'est un vrai plus pour la ville, et la ville n'a rien à débourser en plus. Pratiquement rien, sauf quelques aménagements d'accompagnement sur lesquels on va bientôt se pencher. Mais en effet, c'est un plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un désenclavement tout à fait intéressant de toute cette partie de banlieue sud. Mais vous sentez le coup de jeune aussi pour votre centre-ville? Je crois que oui. Ça se sent depuis qu'en effet on voit les trains circuler à vide. Et, tout le monde prend conscience, on s'approprie, comme on dit, ce nouveau moyen. Et c'est un élément important du paysage urbain et du développement. Bertrand, je vous propose maintenant de filer à Vélizy où nous attend Carla Carrasquera. Carla, vous êtes en direct du poste de commandement. C'est le centre névralgique du T6. Oui Laura, on peut dire que c'est un peu la tour de contrôle du T6. Les agents régulateurs se relaient pratiquement 24 heures sur 24 pour assurer la bonne circulation du tramway, qu'ils peuvent suivre d'ailleurs sur les écrans qui se trouvent juste devant eux. Alors leur mission, c'est bien sûr de faire arriver les tramways à l'heure. La ponctualité, c'est très important parce que vous savez qu'en cas de retard, la RATP doit payer des pénalités au STIF, donc ponctualité, un mot très important ici. Et puis, ils sont aussi en contact direct avec les conducteurs de tramway et ils doivent pouvoir répondre à tous leurs problèmes. Alors aujourd'hui, le chef régulateur, c'est Hervé Ventura qui est juste à côté de moi. Alors ça fait un petit moment, bonjour. Ça fait un petit moment que vous vous entraînez sur des tramways à blanc. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Est-ce qu'il y a un stress particulier? Un peu, naturellement, mais nous sommes aguerris depuis environ 1 mois. Donc je pense que tout va bien se passer. Alors ce serait quoi pour vous le scénario catastrophe? Le scénario catastrophe, peut-être pas jusque-là. Une coupure d'urgence due à un accident voyageur, par exemple. Mais c'est pas une catastrophe, oui. L'accident voyageur aussi Oui, un accident voyageur. Ça peut des fois entraîner une coupure d'urgence, ça peut être embêtant pour l'exploitation. Alors, est-ce qu'on peut faire le point sur l'endroit où se trouve actuellement la rame inaugurale? Là, la rame se trouve à Clamart, à hauteur de l'arrêt Soleil Levant, et elle est à l'heure. Voilà. Très bien. Vous pouvez le voir sur les écrans. Donc pour l'instant, la rame circule à l'heure. Elle est à l'heure. Elle est à l'heure, donc elle devrait bien arriver comme prévu à Châtillon à 11h25. Merci Carla, on vous retrouve bien évidemment tout à l'heure. Alors saluons, on aura notre nouvel invité qui vient de nous rejoindre, Marc Pélissier. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, il est à peine midi. Vous êtes le président de la Flotte, une des principales associations d'usagers. Alors vous devriez être très heureux ce matin et pourtant, je sais que votre association, votre fédération est très partagée sur ce T6. Pourquoi ? Oui, on est heureux bien sûr quand même parce que c'est l'aboutissement d'un projet de très longue haleine. Mais effectivement, on constate que d'abord ça a été très très long pour réaliser ce tramway. La concertation préalable date de 2001, donc il a fallu plus de 13 ans pour le faire aboutir. C'est quand même un vrai sujet de savoir pourquoi on met aussi longtemps, alors qu'à Paris on met 2 fois moins de temps à peu près voilà, pour faire un tramway. Mais au-delà de ça, effectivement, ce tramway, notre crainte principale, eh bien, c'est malheureusement qu'il soit victime de son succès par rapport à sa fréquentation, puisque en réalité, la prévision de trafic qui est de 82 000 voyageurs jour date de 2002. Et depuis, il y a eu beaucoup de constructions, de logements et d'emplois. Et donc, notre crainte, effectivement, c'est que ce tramway, à l'image du T5 en Seine-Saint-Denis, soit à saturation quasiment dès son ouverture, ou en tout cas dans les mois qui suivent l'ouverture. Et du coup, vous regrettez ce choix du tramway sur pneus qui, du coup, ne donne pas vraiment de flexibilité à l'avenir? Oui, le constat qu'on fait, c'est que certes, ce tramway est relativement long. Par contre, il est très étroit, 2,20 m. Et d'autre part, il y a très peu de possibilités d'évolution, puisqu'on est déjà à un intervalle de 4 minutes en heure de pointe. On pourra peut-être passer à 3 minutes 30, voire 3 minutes. Mais sinon, on n'a en gros aucune autre solution. Après, derrière, si jamais la saturation, comme on le craint, est au rendez-vous. Alors parlons-en justement des usagers. Qui sont-ils? Comment vivent-ils l'arrivée du T6? Céline Cabral et Isabelle Audin sont allées à leur rencontre tout au long du parcours. 8 heures, c'est l'heure de pointe à la porte d'Orléans. Dès que le T6 sera lancé, Alain ne conduira plus son bus. Le 295 va disparaître. C'est la roue qui tourne, comme on dit.
c'est une partie de la vie qui va changer. Plus de 295, c'est un problème pour certains voyageurs. Il faut trouver une solution pour relier la Porte d'Orléans à Châtillon. Je vais devoir adapter mon trajet pour pouvoir récupérer le tram à Châtillon-Montrouge, donc faire un changement de métro à la place. Aujourd'hui, je prends le 295 jusqu'à Clamart et je vais devoir marcher jusqu'au T6 pour prendre le tramway. Châtillon, c'est de là que part le T6. Dans cette commune déjà bien desservie par les transports, le tram a pesé sur l'implantation d'un grand nombre d'entreprises. Dans des communes plus enclavées telles que Clamart, Meudon ou encore Fontenay-aux-Roses, c'est une aubaine pour les habitants comme pour les salariés. L'idée, c'est de pouvoir faire en quelques minutes un trajet qui nous prenait quasiment 3 quarts d'heure. Et pour nous, c'est un gain de temps, ça veut dire être plus dans nos familles. J'habite vraiment pas loin et des fois, je peux mettre autant de temps en bus que si je venais à pied. Donc là, le tram, ça va me changer la vie. Ouais. Armande habite à Fontenay-aux-Roses depuis 40 ans. Dans quelques jours, elle n'aura plus à emprunter plusieurs bus pour aller faire ses courses. Je prendrai le T6 qui va m'emmener à Vélizy. Comme ça, je fais mes petits achats tranquille. À Vélizy, entre 5 et 7% des commerçants et des visiteurs laisseront leur voiture au garage pour emprunter le T6. On vient de le voir, Marc Pellissier, c'est de nombreux changements d'habitude pour les habitués du bus. Mais quand même, un tramway, c'est plus rapide et plus fiable qu'un bus. C'est une bonne nouvelle. Oui, clairement, effectivement, pour tous ceux qui sont sur le tracé et qui n'auront pas de correspondance supplémentaire à faire dans leur trajet, ça sera évidemment un gain très important, à la fois en régularité, en fiabilité, en confort. Il est clair que le tramway est très apprécié des usagers de ce point de vue. Bernard Borg, je rappelle que vous représentez, vous, les employeurs de Vélizy. D'un point de vue, je dirais, plus économique, quel va être l'impact de ce tramway pour la zone de Vélizy ? L'impact, en fait, il a déjà commencé à se voir puisque ça fait déjà plusieurs années que la zone d'activité, enfin ce qu'on appelait la zone d'emploi à l'époque, Innovel Park maintenant, est passée d'une zone vraiment industrielle à quelque chose de beaucoup plus tertiaire. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments qui étaient des bâtiments bas, qui étaient surtout des ateliers ou des locaux équivalents, qui sont maintenant devenus des locaux de bureaux avec des bâtiments de 5, 7 étages. Et donc, on assiste à une densification assez importante et à un renouvellement du parc immobilier. Je reviens vers vous, Marc Pellissier. On l'a vu, ce tramway n'est pas complètement achevé. On va voir des images d'ailleurs de ce chantier encore en cours sous Viroflay à 21 mètres sous terre. Il reste 2 stations et ça va donner sa vraie mesure, sa vraie dimension à ce tramway avec cette fois des correspondances avec le RERC et 2 lignes du Transilien. Oui, tout à fait. Cette deuxième partie du T6, même si ça représente une faible longueur, oui, c'est très important puisque effectivement, alors cette partie en souterrain permettra la connexion avec les réseaux ferroviaires RERC, Montparnasse et Saint-Lazare. Donc là, bien sûr, c'est très attendu. Malheureusement, là aussi, il va falloir encore patienter un petit peu puisque je crois que c'est désormais au printemps 2016 que cette portion pourra ouvrir. Oui, les premiers essais techniques vont démarrer à la fin de l'année prochaine. Il faudra alors seulement 20 minutes pour relier Versailles à Vélizy. Laura. Il est précisément 11h17. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct de Châtillon pour l'inauguration et la mise en service du T6, le tramway qui sera mis en service dans moins d'une heure maintenant. Il va arriver d'ici quelques minutes. Je vous propose tout de suite qu'on retrouve Antoine Marguet. Antoine, vous attendez, Antoine Marguet, toujours la rame inaugurale. Quel va être le programme des festivités, Antoine ? Oui, vous voyez, et je ne suis pas le seul à attendre la rame inaugurale. Regardez un petit peu le monde qu'il y a sur le quai d'en face. Malgré le pluie, malgré le vent, malgré le froid, il y a un monde fou à attendre cette première rame. Regardez, j'ai trouvé Christian et puis Michel, 2 personnes qui vont évidemment bénéficier, qui vont être dans cette première rame. Michel, qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce T6 ? Moyen de transport enfin pour aller à Paris sans être embêté par la circulation des automobiles. Et ça fait longtemps que vous l'attendez, vous me disiez. Ça doit faire 60 ans, oui. Ouais. Non. Moi, j'ai la certitude. Mon beau-père avait acheté à Clamart avec 7 enfants pour les transports en commun, pour les études et le travail. Et enfin, on va avoir le tramway, enfin un transport en commun. C'est vrai que ça va désenclaver. Christian, vous, qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien ? Non, c'est toujours un plus. Ça évite la voiture, ça évite, c'est pratique, c'est bien. Et vous me disiez par rapport au bus, qu'est-ce que ça va changer ? Oui, parce que le bus, il est tributaire des camions, des voitures, des feux rouges, il y a du retard. Et puis là, ça sera zéro faute. Ça sera très bien. Il n'y aura pas
n'y aura pas de contrainte de... Non, il n'y aura pas de souci. À 1 minute près, non, ça sera bien. Alors maintenant le programme, d'ici quelques instants, eh bien, le tramway T6 qui est parti de Vélizy devrait arriver ici en gare de Châtillon. À 11h30, eh bien, l'ouverture de la cérémonie devrait commencer. Et puis à midi, eh bien, tout le monde sera ici sur ce quai pour l'ouverture du tram. Et c'est à 12h10 que le premier tramway ouvrira ses portes et partira pour ce trajet inaugural au public. Merci beaucoup Antoine. Avant de donner maintenant la parole à Clive Liming, bonjour. Merci de nous rejoindre. On la voit d'ailleurs cette rame inaugurale. Vous allez, vous, dans un instant, nous raconter ce retour en grâce du tramway. Mais d'abord Bertrand, quelques chiffres bien sûr. Le tramway en Ile-de-France, ça marche plutôt bien. Oui, ça marche même très très fort. Laura, regardez, 830 000 voyageurs pour ces 6 lignes actuellement en service qui sont littéralement prises d'assaut. Alors par comparaison, le tramway sur 14 lignes, c'est 4 millions de voyageurs. Là, il y en a 830 000 qui prennent le tramway. En tête du palmarès, le T2, vous le voyez, qui a été mis en service en 97, qui est donc aujourd'hui relie le pont de Besançon, la porte de Versailles. Viennent ensuite le T3, le premier tramway parisien dans le sud de Paris, puis le T1, cette fois c'est en Seine-Saint-Denis, et puis derrière il y a le T3B qui a été ouvert récemment. Mais ce qu'il faut dire, Laura, c'est que même des lignes qui ont été ouvertes il y a moins de 2 ans sont proches déjà de la saturation. C'est le cas par exemple du T5 en Seine-Saint-Denis, dont l'affluence dépasse complètement les prévisions. Alexandra Marie et Laure Bignalet l'ont testé pour nous. On regarde leur reportage. En bout de ligne du T5, la station Marché de Saint-Denis. Heure creuse ou heure de pointe, tout au long de la journée, les rames sont occupées, voire suroccupées. C'est toujours plein, il n'y a jamais de place. On est comme des sardines, tout le temps. Des fois, il faut attendre le prochain parce qu'il n'y a pas assez de place. Mis en service depuis 1 an et demi, ce tramway dépasse toutes les prévisions avec 44 000 voyageurs par jour. Souad Aïssaoui a divisé par 2 son temps de trajet entre chez elle et le centre-ville. Mais avec un collectif d'usagers, elle demande une amélioration de ses conditions de transport. Il y a 3 portes uniquement de sortie. Donc l'autre, vous voyez comment elle est loin. Je trouve qu'il n'est pas assez large. Donc il nous faut vraiment au moins une rame supplémentaire, au moins. Conçu sur pneus, avec un seul rail, ce serpent de ville a l'avantage de se fondre dans la circulation. Mais à certaines heures, il semble sous-dimensionné face à l'affluence. Le maire de Saint-Denis a envoyé un courrier au STIF et à la RATP pour obtenir des augmentations de cadence. Il faudrait qu'on puisse passer maintenant à 4 minutes l'intervalle au lieu de 5, c'est-à-dire gagner 1 minute pour permettre un flux plus grand de voyageurs et permettre effectivement à ce que des choses se passent mieux. Le T5, victime de son succès, l'histoire se répète à chaque lancement d'un nouveau tramway. Le plus ancien, le T1, entre Gennevilliers et Noisy-le-Sec, est lui aussi saturé. Une pétition a réuni 3800 signatures pour obtenir des rames supplémentaires. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien parce que la fanfare s'est mise à fonctionner derrière nous. C'est une samba brésilienne, mais c'est pas vraiment les températures du Brésil, Laura. Marc Pellissier, je rappelle que vous êtes président de la FNOT, Association des usagers. Est-ce que vous êtes surpris par cet engouement ? Non, on n'est pas surpris parce qu'on sait bien que le tramway est beaucoup plus attractif que le bus et que partout où on le met en service, il y a véritablement un engouement. Et donc, ce qu'il faut, c'est que cet engouement, maintenant, il soit anticipé. Et nous, ce qu'on demande, c'est un plan d'action, justement, pour s'attaquer à la saturation des tramways en Ile-de-France, pour que ça reste effectivement un mode de transport agréable, en plein air, qu'on a plaisir à prendre, et que ça ne devienne pas une ligne 13 bis au niveau des tramways. Et quelles solutions vous préconisez pour soulager cette ligne, le T5, justement ? Eh bien, pour le T5, il y a des solutions qui existent. On peut allonger les tramways. Les stations ont été faites plus longues, donc on peut allonger les tramways. On peut également augmenter les fréquences, mais pour cela, il faut acheter des rames supplémentaires de tramway. Donc typiquement sur le T5, on demande que d'ores et déjà, cette décision d'achat de matériel soit prise, puisqu'il faut 2 ou 3 ans pour que ce matériel puisse être livré et vienne soulager justement le fonctionnement de cette ligne, dont on a bien vu que la situation est critique, même en heure creuse. Laura Folia, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut dire en termes de transport, vous êtes spécialiste des transports urbains, est-ce que l'offre crée la demande, y compris dans les transports publics ?
Oui, l'offre crée la demande. La preuve en est que l'augmentation de l'offre qui a eu lieu dans les années 90 et 2000, presque dans tous les réseaux en Ile-de-France, mais aussi dans les villes de province, puisqu'il y a maintenant 27 villes qui ont fait le choix d'une ou plusieurs lignes de tramway. C'est des villes qui ont augmenté beaucoup leur offre de transport, mais qui ont vu aussi leur fréquentation augmenter à des rythmes de 2 voire 5% par an, ce qui est quand même exceptionnel. Comment vous expliquez que la RATP, finalement, les élus n'arrivent pas à anticiper ce flot de voyageurs? C'est vrai qu'on a souvent constaté que le trafic dépassait les prévisions. Il y a eu aussi un effet d'ajustement sur les prévisions, c'est-à-dire qu'après on calcule des fourchettes un peu plus larges, on se donne une marge, on ne se met pas tout de suite au taquet des systèmes en général, on prévoit une petite marge au moins sur la fréquence. Vous voyez sur le T5 on était à 7 minutes à l'heure de pointe, on est passé à 5 minutes, on peut encore augmenter la fréquence, on peut augmenter la longueur des rames et on peut aussi, comme on le fait maintenant sur le T1, aménager les carrefours. Voilà, je vous interromps parce que le tramway arrive, Bertrand, juste derrière nous. Voilà, il est même applaudi nous, effectivement, par tous les spectateurs. Sous les applaudissements des spectateurs, il faut le dire. C'est magnifique cette arrivée. C'est la fête ici quand même, oui, c'est Laura. la fête. Alors justement, la rame inaugurale. Nous allons maintenant retrouver Antoine Marguet. Antoine Marguet. Ah, on l'a pas, mais c'est pas grave, on va l'avoir dans un instant. Un petit mot peut-être avec vous, du coup Clive Langming, historien des transports. Des transports. Vous nous entendez bien? Vous nous entendez? Il y a beaucoup d'ambiance ici, Laura, avec cette fanfare. On a du mal à s'entendre sur ce plateau, mais on va y arriver quand même. Il y a 10 fois plus, Clive Langming, vous êtes un historien des transports, il y a 10 fois plus de voies de tramway, il y avait 10 fois plus de voies de tramway, de kilomètres. En 1925, en Ile-de-France, il y avait près de 1000 kilomètres de tramway. Comment se fait-il qu'ils aient tous disparu dans les années 30? Oui, effectivement, il y avait plus de 1000 km, il y avait 1111 km dans Paris et il y avait 700 millions de voyageurs par an. Et tout ça, 12 ans plus tard, a complètement disparu grâce à un homme que par ailleurs j'admire beaucoup, mais il voulait faire tourner ses usines, c'est Louis Renault, qui avait réussi à pénétrer à l'intérieur du conseil d'administration du métropolitain de Paris et qui avait dans ses poches 3500 bus en commande. Et c'est donc lui qui a fait arracher tous ces rails pendant 12 ans. Ça a été un massacre. Et nous avons donc tout perdu à ce moment-là. Ce que vous nous dites, c'est que c'est pas la voiture ou le métro qui a tué le tramway, mais c'est Louis Renault. C'est la volonté de Louis Renault. Et c'est aussi le fait que les tramways étaient anciens, usés, ne roulaient qu'à 20 à l'heure, alors que les bus avaient droit à 45 km/h. Donc ils roulaient lentement, matériel vétuste. Et la guerre c'est beaucoup plus la guerre qui a achevé le tramway que Louis Renault. Mais Louis Renault n'avait plus qu'à donner le coup de grâce pour cueillir le fruit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire chaotique, l'histoire du tramway en Ile-de-France? C'est une histoire chaotique en Ile-de-France. Oui, c'est une histoire extrêmement chaotique dans toute la France. Alors que, évidemment, on dit toujours que c'est toujours mieux ailleurs, je n'en crois rien. Néanmoins, les réseaux, je dirais, d'Europe centrale ont continué à grandir. Mais la France a suivi le chemin occidental américain avec la destruction des tramways, comme au Royaume-Uni, comme en Italie et comme en Espagne. Nous avons tout détruit, alors que l'Europe centrale, elle a tout gardé. Alors, je vous propose justement qu'on aille voir en images l'histoire de ce tramway dans la région, une rétrospective signée Fernando Malverne et Daniel Petit-Coeno. C'est dès 1850 qu'apparaît l'ancêtre du tram, un wagon tiré par des chevaux. Surnommé le chemin de fer américain, l'omnibus hippomobile partage la rue avec toutes sortes de fiacres et de charrettes. Rotin des calicots, et ça, c'était l'omnibus. Le Madeleine-Bastille et le Panthéon-Courcelles, chantés par Courteline, sont entrés maintenant dans la légende. Après 1890, l'arrivée des trams électriques va être un formidable accélérateur pour ce moyen de transport rapide et confortable. À la fin des années 20, la région parisienne est sillonnée par 122 lignes et plus de 1100 km de voies. C'est l'apogée du tramway, mais le lobby de l'automobile va bientôt imposer d'autres choix. Eh bien, l'autobus apparaît plus pertinent dans le jeu des mobilités au cours des années 20-30, ce qui conduit à la disparition du tramway. L'automobile est favorisée par les édiles qui y voient une bonne politique municipale, puisqu'il s'agit de fluidifier la ville, puisqu'il s'agit d'éradiquer les obstacles sur la chaussée, et le tramway est devenu un obstacle.
Le dernier tram parisien est démantelé en 1937. Paris dispose d'un excellent maillage de métro, mais en surface, les choses se compliquent. Avec le tout-voiture des années 60, la ville étouffe. De deux choses l'une. Ou les villes sont trop petites, ou bien il y a trop de voitures. Après le choc pétrolier de 1973, on reparle du tramway. En 1992, il revient en Île-de-France, entre Bobigny et Saint-Denis. Malgré quelques polémiques politiques, Paris inaugure sa première ligne en 2006. Après 69 ans d'absence, le tram revient, mais ce n'est plus le même. On fait une ligne de tramway en site propre, c'est-à-dire qu'il a son emprise, les voitures sont à côté, c'est-à-dire qu'on met une belle et puissante et confortable et écologique ligne de tramway, mais on refait les trottoirs, on refait le mobilier urbain, on refait l'éclairage, on plante des arbres. Le tramway est respectable et donc il est respecté. Le succès et l'avenir du tramway ne sont plus à démontrer. Avec le métro, le RER et les bus, il permet à la région parisienne d'avoir un des meilleurs réseaux de transport en commun au monde. Clive Leiming, pourquoi finalement on est revenu au tramway? Écologie oblige, transport oblige, consommation d'électricité et je dirais un goût pour la redécouverte de la ville. C'est ce qu'on appelle la requalification urbaine finalement. La ville est revenue à la mode. Alors que dans les années 60-70, avec les bobos, il fallait aller manger à la campagne et faire griller de la viande, n'est-ce pas, sur une pelouse. Mais la redécouverte de la vie urbaine, à mon avis, a beaucoup participé à ce retour du tramway. Et aussi, il faut le dire, une industrie française particulièrement performante et qui a su à nouveau redynamiser son marché. Très rapidement, est-ce que pour vous, ce T6 est un vrai tramway? Pardon? Est-ce que ce T6 est un vrai tramway? Comme il est sur pneus. Je sais, j'hésite beaucoup. Je vais vous dire, ce n'est pas un vrai tramway. Un vrai tramway campe fermement sur ses rails, offre une capacité de transport et surtout d'évolution. Néanmoins, pour moi, je veux voir dans ce système l'avenir de la route intelligente. Et j'estime que les automobiles, à l'avenir, devraient être guidés aussi, alimentés aussi par la chaussée. Donc pour moi, c'est plutôt un geste en faveur de l'avenir. Vous voyez, je vois plutôt dans ce tramway une évolution souhaitable de l'automobile et un peu moins celle du chemin de fer. Mais je ne le condamne nullement, au contraire, j'admire. Et en plus, c'est un tramway qui marche, celui-là. Alors on va parler avenir avec notre nouvel invité, Pierre Cerne, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le vice-président de la région en charge des transports. Alors ça y est, ce tramway est là, mais il a mis quand même 20 ans à arriver. Il a été inscrit au schéma directeur en 1994. Comment se fait-il qu'on ait mis autant de temps avant de le voir devenir réalité? Alors ce tramway T6, il a subi absolument toutes les mésaventures que peut subir un projet de transport, à la fois en termes d'infrastructure, de budget, de matériel roulant. Il faut quand même rappeler que la société qui fabrique les tramways a failli disparaître. Elle société était alsacienne. Oui, la société Translor, qui était un des fleurons de l'industrie des transports française, qui a été sauvée, et en partie sauvée d'ailleurs grâce au maintien de la commande de ces tramways sur pneus, qui a permis de sauver quand même plusieurs centaines d'emplois en Alsace. Donc c'est aussi ça, hein, on en parle moins souvent au moment des inaugurations, mais la recréation d'une filière tramway en France, c'est de l'emploi aussi, et c'est de l'emploi français, parce que nos tramways sont généralement des tramways français. Alors, on a retrouvé Antoine Marguet en direct. Antoine, vous êtes avec le président de la RATP. Antoine. Oui, qui vient juste de passer. J'ai en profité pour, avec le Jean-Paul Huchon, président de la région. J'imagine que c'est un moment de fête pour vous aussi aujourd'hui. Ah, c'est un moment de fête et on l'a attendu longtemps, mais vous avez vu, c'est un très beau projet de transport. Il est aéré, silencieux, sécurisé et il va surtout desservir 80 000 habitants dans un premier temps. Je suis sûr que ça va être plus après c'est un endroit qui est très utile pour l'emploi dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine, avec les zones industrielles qu'on va desservir, les zones commerciales. Et à vrai dire, c'est le plus grand projet de tramway que nous ayons construit, puisqu'il fait 14,5 km. On vous retrouve sur le plateau de France 3 d'ici quelques instants après l'inauguration, d'accord? Merci beaucoup. Je vais en profiter pour demander aussi à Valérie Pécresse, que je vois. Moment de fête aussi pour vous, j'imagine, aujourd'hui. Ce tramway qu'on a tant attendu, Valérie Pécresse. Ah bah, c'est un moment de grand soulagement. Vous savez, depuis que je suis en politique, je me bats pour ce tramway. Donc ça fait déjà plus de 12 ans.
Et c'est pas terminé puisqu'on n'est pas au bout du tunnel, si je puis dire, puisqu'on n'est pas encore arrivé à Viroflay. On a encore 6 mois de retard et ce sera sans doute en juin 2016. Donc on continue, on se bat, mais 15 ans pour un tramway, c'est quand même révélateur du choc de simplification qu'il faudrait faire en France. Et on vous retrouve aussi sur le plateau de France 3 d'ici quelques instants après l'inauguration officielle. Voilà. Merci Antoine. Et si vous avez avec vous le président de la RATP, écoutez, vous nous faites signe. Et on sera ravis d'avoir quelqu'un de la RATP puisqu'ils ont refusé de venir sur notre plateau, ce qui est quand même assez étrange ce matin. Pierre Cern, dernière petite question. On sait qu'il y a le T9 et le T10 qui sont en projet, mais on a l'impression que la région est passée à autre chose. Les tramways, on ne veut plus trop en développer. Ah, alors là, c'est très curieux comme remarque parce que on en inaugure un mardi, le T8. Ça, on a le T9 et le T10 en projet. On a 5 prolongement de lignes de tramway en cours aussi. Mais plus trop de nouvelles lignes. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé au super métro maintenant. On ne peut pas en même temps avoir 10 tramways en chantier, mais très sincèrement, c'est des modes complémentaires. C'est pas parce qu'on fait le super métro qu'on fera pas de tramway. Les tramways sont très bien pour relier des infrastructures plus lourdes, type RER, métro, etc. Donc on va continuer à faire des tramways. Et pour rassurer les gens qui ont... J'ai entendu des remarques sur la saturation des tramways, le T5, on craint pour le T6. Le tramway, c'est quand même un mode beaucoup plus souple quand même en termes d'augmentation d'offres. Le T5, on a déjà augmenté l'offre 2 fois en 1 an. Alors ça va rassurer, je pense, Monsieur Pellissier que vous aviez tout à l'heure. On a déjà commandé les nouvelles rames et elles arriveront prochainement. Donc on est capable d'augmenter les fréquences. Et s'il y avait personne dans les tramways, on nous dirait ils servent à rien. Et ils sont pleins dès le début, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y avait une vraie demande. Il y a un vrai succès, effectivement. Une inauguration, Bertrand, c'est toujours bien sûr un événement et ce n'est, on l'a dit, que le début d'une longue série. Effectivement, Pierre Cern nous le disait il y a un instant, le T8 sera mis en service mardi, c'est 15h45 très précisément, c'est à l'autre bout de la région cette fois, c'est entre Saint-Denis, Villetaneuse et Épinay, c'est le fameux tram Y qui lui est long de 8 km, le T6 c'est 14, on l'a dit tout à l'heure. En gros, il y a 80 000 habitants qui seront, et emplois qui seront desservis par les 17 stations. Et ces rames fonctionnent déjà à vie depuis quelques semaines déjà. Et pour la suite, il faudra attendre encore un peu, Bertrand. Oui, alors pour les transports du futur, on aura l'année prochaine l'ouverture de la nouvelle gare Rosa Parks. C'est sur le RER E dans l'Est parisien, très importante. Et ensuite, il faudra attendre 2017. Alors, vous le disiez il y a un instant, c'est le prolongement du T3 jusqu'à la Porte Daniel, mais aussi la mise en service de la tangentielle nord qui est très attendue entre Épinay et le Bourget. Puis en 2018, le T4, son fameux débranchement qui ira vers Clichy-Montfermeil, un débranchement très attendu. En 2019, le prolongement du T1 jusqu'à Val-de-Fontenay. Et surtout, on l'attend avec 2 ans de retard, mais elle sera là, le prolongement de la ligne 14 au nord. Et ensuite, en 2020, le RER E jusqu'à Nanterre-La Défense et la ligne 11 également jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Voilà, les transports sont en plein développement dans la région, mais il faut effectivement du temps pour voir ces projets devenir réalité. Et puis, à partir de 2020, le Grand Paris Express, dont nous allons parler, Laura, avec la ligne 15, le tronçon sud qui sera inauguré en premier. Ça sera entre Pont-de-Sèvres et Noisy. Alors le Grand Paris Express, justement, pour en parler, nous avons 2 invités. Philippe Yvain, vous êtes président du directoire de la Société du Grand Paris, et Chiara Corazza qui va, je l'espère, d'une minute à l'autre nous rejoindre, qui elle est directrice générale de Paris-Île-de-France Capitale économique. Merci d'être avec nous. Philippe Yvain, on vient de le voir avec Bertrand Lambert, le calendrier du Grand Paris Express. Vous nous garantissez, monsieur, que les délais seront respectés ? Bien, nous faisons tout pour cela. La mobilisation de la Société du Grand Paris est totale. Mais vous savez, ces grands projets sont beaucoup d'étapes à franchir, à la fois des étapes juridiques. Il faut une déclaration d'utilité publique. Nous l'aurons, je crois, la semaine prochaine pour la ligne rouge. Donc c'est très important. Et ensuite, beaucoup d'étapes techniques. Les travaux souterrains, le génie civil sont des travaux très complexes, surtout avec des distances aussi longues, puisque au total, il y aura 200 km de nouveaux métros. Il faut donc du temps pour à la fois construire les gares, puisqu'on aura 69 gares sur le nouveau réseau et 200 km. Donc c'est un très très gros chantier à mener. Quand on voit qu'il va y avoir 2 ans de retard pour la ligne 12 et la ligne 14, où il y a seulement quelques kilomètres de tunnel à faire, on se dit que pour 200 km de tunnel, il va forcément y avoir du retard. On est sur un calendrier entre 2020 et 2030, vous voyez, donc c'est une livraison étalée sur 10 ans. Les premiers tronçons sont attendus pour 2020-2023. Les premiers tronçons pour 2020 et ensuite jusqu'en 2030. Alors on est à 6 ans, donc il faut quand même être en même temps modeste sur ces grands chantiers. Il faut
L'important, c'est franchir les étapes les unes après les autres. C'est ça qui compte. Alors, Chiara Croazza nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être là. On va vous donner la parole dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne justement sur ce chantier pharaonique, le Grand Paris Express. 4 lignes de métro supplémentaires, près de 200 km de tunnels à creuser. Un défi de taille sur lequel se sont penchés William Vanki, Nedim Lonkarevitch et Yves de Wulf. Regardez. C'est un projet colossal. Une révolution pour les transports dans notre région. 4 lignes de métro supplémentaires, une double rocade autour de la capitale. Le chantier du Grand Paris Express, c'est d'abord 69 gares à construire. À Chelles, ce sera à côté des bus et du RER, il faudra faire de la place. On considérait qu'il était majeur pour notre territoire d'avoir cette gare, mais d'en limiter aussi l'impact pour les Chellois. Donc on fera tout pour que les travaux et les destructions soient minimales sur le secteur. Cet ancien hôtel sera tout de même rasé. C'est aussi le cas de 8 maisons dans cette rue. Marie-Thérèse, 89 ans, le sait. Son pavillon est condamné au nom de l'intérêt général. C'est terrible. Comme je dis, eh ben, en un an, j'ai vieilli de 10 ans. Quand on m'a appris ça. Voilà. Vous viviez là depuis longtemps ? 60 ans. Second défi pour le Grand Paris, creuser sous la terre. 200 km de tunnel au rythme d'à peine quelques mètres par jour, comme il y a quelques années pour prolonger la ligne 12 du métro. Mais avant d'engager les travaux, il faut étudier le sous-sol avec des carottages. Les échantillons recueillis sont analysés minutieusement par les ingénieurs de la Société du Grand Paris en charge du projet. Le sous-sol est très divers. On peut avoir du calcaire, qui est une pierre très saine. On peut aussi avoir des choses plus molles, des argiles plastiques par exemple, qui sont plus difficiles. On peut aussi avoir du gypse. Donc il est très important pour nous de connaître ce sous-sol pour adapter la profondeur à laquelle on va creuser. Dans ces bureaux, on réfléchit aussi à l'étape d'après. Évacuer les 40 millions de tonnes de déchets, un minimum que va générer le chantier. De la terre, des gravats qu'il faudra transporter dans des zones de stockage comme celle-ci en grande banlieue. Un vrai sujet d'inquiétude pour les écologistes. La parole que nous portons, Île-de-France Environnement, c'est éviter de sacrifier les terres agricoles pour y déposer des déchets inertes et essayer quand même d'avoir d'autres modes de transport que le transport routier, puisqu'on a la possibilité de transport fluvial et de transport ferré si on choisit bien la localisation. Le chantier du Grand Paris Express est sur le point de démarrer. Il va durer 15 ans. Pierre Cerne, on l'a vu, il y a de nombreuses inquiétudes par rapport aux conséquences environnementales de ce chantier. Quelle garantie vous donnez à vos amis écologistes? Vous êtes des Verts. On a énormément travaillé et on continue à travailler avec la Société du Grand Paris. Ça va être l'occasion de revoir beaucoup de modes de déplacement pour les matériaux lourds en Île-de-France. On va avoir besoin d'énormément d'arrivées de matériel et de départ de déblais. Donc il y a tout un schéma directeur des déblais et des déchets qui a été mis en place et on va privilégier au maximum l'utilisation du rail et du fluvial pour toutes ces circulations de matériaux, ce qui va d'ailleurs recréer en partie une filière des déblais fluviaux et ferrés et relancer d'ailleurs le fret ferroviaire et le fret fluvial en Île-de-France. Tout ça est travaillé, préparé, financé. Donc a priori, on va évidemment, il va y avoir quand même des camions. Il n'y a pas de chantier qui n'a pas d'impact sur le moment. Mais en tout cas, ce sera, je pense, un chantier exemplaire en matière d'impact le plus faible possible sur l'environnement. Et aussi ce qu'il faut voir, c'est que 200 km de nouveaux métros, ça va aussi faire diminuer drastiquement la circulation automobile et le report modal, c'est aussi de la défense de l'environnement et de la santé Évidemment, publique. ça sera pour après le chantier. Ça, ce sera après, évidemment. Ouais. Philippe Yvain, avec le Grand Paris Express, vous nous promettez un changement radical, finalement la fin du fameux métro boulot dodo, comme vous l'avez déclaré récemment dans la presse. Vous mettez la barre haute? Oui, je crois que la création de ce métro, c'est pas seulement un projet de transport, c'est aussi un projet de développement économique et urbain pour l'Île-de-France. Autour des 69 gares, il va y avoir une transformation urbaine importante, de façon à répondre à l'autre priorité de l'Île-de-France, qui est la priorité majeure, qui est celle du logement. On est très loin encore aujourd'hui de l'objectif de 70 000 logements par an nouveaux fixé par la loi. Il faut en construire beaucoup. Et le projet
du Grand Paris Express. C'est aussi une occasion, en transformant ces quartiers de gare, en enclenchant de nouvelles opérations urbaines, de contribuer à cet objectif de création de nouveaux logements. On aura un reportage justement là-dessus dans quelques instants. Bertrand, bien évidemment, tout cela a un coût et on ne sait pas encore vraiment qui va payer. Eh ben, la facture prévue, pour le moment, elle est de 22,6 milliards. Alors évidemment, c'est colossal, mais il est vraisemblable qu'il y aura des dépassements, car il y a toujours des dépassements, et on approchera plus la barre des 30 milliards. Alors qui va payer? C'est la grande question. La Société du Grand Paris va emprunter 20 milliards d'euros, somme quand même prodigieuse, mais elle ne peut compter finalement que sur 500 millions d'euros de taxes supplémentaires annuelles. Faites le compte, Laura, il va manquer de l'argent. Alors Pierre Cern, 20 milliards à rembourser à raison de 500 millions, ça fait quand même beaucoup d'années. Qui va payer au final? Est-ce que c'est le contribuable via ses impôts ou c'est l'usager via l'augmentation du prix du billet? Ah non, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger. Vous dites 500 millions par an. 500 millions par an, il y a un effet de levier sur l'emprunt qui est énorme. Et 500 millions par an, les emprunts, ils vont être faits sur, je ne sais plus les durées, mais on est sur plusieurs dizaines d'années de remboursement d'emprunt. Donc a priori, le financement du Grand Paris Express, il est programmé sur plusieurs dizaines d'années. Et pour le coup, là, on a un projet de transport qui a son financement propre, avec cette taxe qui rapporte... Même si on dépasse les 30 milliards d'euros... Mais de toute façon, très sincèrement, il y a trois modes de financement. On ne va pas rentrer dans la technique. C'est assez complexe. Mais en gros, sincèrement, pour le coup, on aimerait bien avoir sur tous les projets de transport une taxe affectée qui permet, pour le coup, d'emprunter, de rembourser les emprunts. Mais les emprunts, ils se remboursent sur 30 ou 40 ans. Donc pour le coup... mais les emprunts, c'est les impôts de demain, Pierre Cern, vous le savez, non? Pardon? Les emprunts, c'est les impôts de demain. D'une manière ou d'une autre. C'est un impôt. Donc oui, il y a un impôt qui paye, une taxe qui paye ce projet de transport. Et par ailleurs, c'est l'exploitation qui est payée ensuite par la tarification. Mais les tarifs, on prendra le Grand Paris Express avec son Navigo, avec les tarifs. Et on verra s'il est encore à 70 euros d'ici 2020. Je pense qu'il aura augmenté un petit peu. À 70 euros en 2020, c'est une certitude. Non. Chiara Corazza, en tant que représentante... Il n'y a pas grand-chose qui reste pendant 5 ans ou 10 ans au même prix. On va laisser la parole maintenant, si vous le voulez bien, à Chiara Corazza, qu'on n'a pas encore entendue. En tant que représentante du monde des entreprises, madame, est-ce que vous craignez finalement que la facture ne vous revienne? Alors moi, je voudrais d'abord revenir sur le fait qui me paraît le plus important. D'abord qu'on rentre dans la phase opérationnelle et que c'est vraiment un formidable projet de développement économique. C'est bien sûr du transport, mais du transport qui est là pour donner une impulsion à la région, booster la croissance, les investissements, les emplois. Donc c'est peut-être là-dessus que c'est le plus important. Effectivement, on reviendra sur le mode de financement, mais je voudrais quand même vous dire que ça veut dire d'ici 2030 1 million d'emplois de plus. Ça veut dire au moins 1% de croissance de plus. Ça veut dire certainement une dynamique nouvelle pour attirer de nouveaux investissements. Et vous savez que les investissements, c'est l'emploi. Presque 20% des emplois en Ile-de-France relèvent directement d'investissements internationaux. Et nous savons que ce type de projet est un attracteur formidable. Nous le voyons quand nous allons à l'étranger le vendre. Ça intéresse les investisseurs. Et les investisseurs peuvent contribuer, bien entendu, aux investissements publics qui sont prévus. Ce qui veut dire que tout investissement public, donc porté par nos impôts, par l'État, peut être accompagné par des investissements privés de grande envergure. Et c'est pour ça que c'est un projet d'ensemble qu'il faut voir peut-être pas simplement du côté des investissements nécessaires pour les transports, mais aussi de tout ce qui peut générer comme richesse. Chiara Corazza, vous venez de le dire, vous promettez 1 million d'emplois supplémentaires, ça veut dire qu'il n'y a plus de chômage en Ile-de-France en 2030. Je ne promets rien, mais on a des modèles économiques extrêmement précis qui montrent que quand... Vous savez, dans tous les capitales du monde, les infrastructures de transport sont à la fois une façon d'améliorer la vie des habitants, mais sont aussi la façon de booster la croissance. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire vous n'allez pas créer des emplois ou de l'industrie ou de la richesse, là où il n'y a pas de transport. Donc c'est une évidence. Et par ailleurs, je voudrais dire, vous avez remarqué l'absence de la RATP, mais je voudrais dire qu'en étant très souvent à l'étranger, la RATP, c'est un modèle d'entreprise qui nous a extrêmement enviés, parce qu'effectivement, nous avons quand même des transports très performants en Ile-de-France, et tous nos benchmarks internationaux le montrent, on a quand même un système de transport qui est considéré extrêmement performant. Alors, avec ce super métro, Bertrand, ce sont bien sûr des... Attendez. Non, mais il faut le reconnaître, on le reconnaît tous. Ouais. Ce sont bien sûr, avec ce super métro, des quartiers entiers qui vont être restructurés, qui vont être transformés. C'est aussi un vrai plus pour les transports de banlieue à banlieue. Je vous propose de regarder cet exemple dans le Val-de-Marne avec Farid Benbekay et Philippe Aliès. Elles viennent tout juste de commencer à creuser. C'est ici, à 30 mètres sous terre, qu'une gare sortira de terre.
un métro connecté au RER-E. Se rendre d'un bout à l'autre de la banlieue ne prendra plus qu'une demi-heure. Autrement dit, fini la ligne A et les galères dans Paris. Il faut passer par Paris pour aller dans une autre banlieue. Pour effectivement joindre les villes qui se touchent, ça c'est plus délicat. Ouais. Entre Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, tout ça, Villiers, Brive-sur-Marne, faut une voiture, quoi. Villiers-sur-Marne, 27 000 habitants, est à l'aube d'un bouleversement car le Grand Paris Express, cela veut dire des entreprises, des logements, un souffle nouveau pour l'économie. Les agences immobilières l'ont d'ailleurs déjà anticipé. Ça commence déjà. On a quelque chose qu'on ne pratiquait pas. On n'avait jamais eu de préemption sur la commune de Villiers. En tout cas, ça n'était pas aussi renforcé que ça l'est devenu. Donc il va vraiment avoir un deuxième pôle d'activité sur la partie, on va dire, nord-ouest de Villiers-sur-Marne, en limite de Brie-sur-Marne et de Champigny. Car d'autres villes en profiteront. À 3 km de la future gare, Brie-sur-Marne et ses 16 000 habitants. Ici, tout le monde se rend à Paris pour le travail. Le métro du Grand Paris permettra d'enrayer la tendance. C'est du moins le pari de cet élu. Si on continue à augmenter la population, ça ne marche pas. Ça bloque tous les jours. L'idée, c'est de les faire revenir ici, quoi. C'est de les faire revenir ici. Bon, s'il y en a qui vont sur Orly, d'autres qui vont sur Roissy, par des métros qui sont en rocade, c'est parfait. Mais il faut bien sûr que les gens arrêtent de prendre ce transport qui systématiquement va sur Paris. 6 000, c'est le nombre de voyageurs qui fréquenteront la gare aux heures de pointe. En attendant, les usagers devront faire avec les joies et surtout les galères de la ligne A. Philippe Yvain, on l'a vu, le prix de l'immobilier risque de grimper avec ce Grand Paris Express. C'est pas forcément une bonne nouvelle à la fois pour les habitants, pour les entreprises. Pour l'instant, il n'y a pas de phénomène de spéculation. Il y aura normalement, évidemment, comme dans tous les lieux où il y aura des transports, une certaine augmentation à terme. Mais c'est aussi une manière de rendre ces territoires plus attractifs demain, d'attirer de nouvelles activités, transformer ces quartiers qui sont aujourd'hui seulement souvent des quartiers dortoirs en des lieux où à la fois les habitants peuvent circuler plus facilement dans la métropole, mais aussi où des activités nouvelles arrivent. Et c'est donc une chance pour ces villes que l'arrivée du nouveau métro. Alors vous parlez des investisseurs, Chiara Corazza. On dit que les Chinois sont très intéressés par ce métro et ont envie d'investir autour. Alors c'est tout à fait exact, mais pas seulement les Chinois. Il y a beaucoup de fonds souverains, fonds investissement privés, publics, mais aussi publics. Investisseurs long terme, donc investisseurs solides, qui sont intéressés par les projets pour une raison très simple, c'est qu'il est porté par l'État et que l'État français a toujours malgré tout une très bonne image, notamment sur les transports, et donc on sait qu'il y aura derrière une garantie. Par contre, je voulais venir juste sur une chose qui intéresse beaucoup les entreprises, et puisque je m'exprime au nom de Paris-Île-de-France Capital Économique, que vous savez est une association des grandes entreprises qui veulent se mobiliser pour le Grand Paris, qui veulent aider à son succès sous tous les domaines, que ce soit pour la valorisation de l'immobilier des terrains, que ce soit surtout son financement, ce mode de financement. On est en train de regarder avec un groupe de travail, avec des experts, comment on pourrait financer de façon plus innovante, plus créative, de façon à accélérer les travaux, parce que là, le temps est un facteur essentiel pour la réussite de ces projets, parce que sinon les investisseurs internationaux vont perdre l'enthousiasme qu'ils ont. Alors j'espère qu'ils seront toujours enthousiastes. Pierre Cerne, on sait qu'on attend plusieurs choses, plusieurs projets, l'Expo universelle par exemple, peut-être les JO. Est-ce que ça peut permettre d'accélérer le calendrier des travaux? De toute façon, quels que soient les événements, et on en a un très gros juste l'an prochain, la COP21, où il y a 30 000 étrangers qui vont arriver pour les négociations climat. Donc de toute façon, un système de transport plus efficace, plus développé, plus moderne, c'est absolument nécessaire pour l'attractivité, y compris touristique et de grands événements en Île-de-France. Et les tramways, les métros y participent, évidemment. Nous sommes maintenant à quelques minutes de la mise en service du T6. Je vous rappelle que le tramway sera gratuit toute la journée. On retrouve tout de suite Carla Carrasquera au centre de... Ah, vous êtes devant la rame maintenant, Carla. C'est un lieu, bien sûr, où sont chouchoutés et on imagine que là, tout le monde s'active pour la mise en service, Carla. Oui Laura, c'est ici que les 28 rames du T6 sont stockées. Vous en voyez certaines derrière moi, mais toutes ne seront pas mises en service aujourd'hui. Alors je peux vous dire que c'est l'un des plus grands sites de maintenance et de remisage de l'Île-de-France. L'ensemble du site fait 2,5 hectares. On y trouve également des ateliers de maintenance ainsi qu'un local pour le nettoyage des tramways. C'est ici, c'est également dans ce bâtiment que les conducteurs de tramway peuvent prendre leur pause. Ils sont à peu près 140 sur le T6. Ce sont tous d'anciens conducteurs de bus qui ont dû suivre une formation pour devenir conducteurs de tramway. Alors ça fait déjà quelques mois qu'ils s'entraînent avec des tramways qui n'ont pas de voyageurs, mais aujourd'hui, pour eux aussi, c'est le grand jour.
Merci Carla. Ainsi, s'achève cette première partie d'émission. Merci à nos invités d'être venus jusqu'à nous et surtout d'avoir participé dans le froid. Un grand merci à Bertrand Lambert d'avoir été avec moi. Mais restez avec nous, l'émission bien sûr se poursuit dans quelques minutes. On continue de parler transport avec un face-à-face entre Valérie Pécresse, candidate aux prochaines élections régionales, et Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional. Un débat qui promet d'être animé. A tout de suite, restez avec nous.